Vraiment, aujourd'hui, on se focalise sur un plaidoyer. On a mis en place aussi une plateforme avec un mouvement qui s'appelle Cœur de France, un mouvement politique, non partisan, etc., mais qui reprend cette idée de justice sociale, cette idée de faire vivre et nourrir la République, parce qu'en réalité, la problématique que nous avons avec ces politiques publiques ou d'autres choses, comme l'expliquaient vos invités précédemment, que ce soit sur la question du handicap, le fait qu'on regarde souvent ailleurs, ou comme disait votre invité, on va organiser la vie de la personne, cataloguer handicapé, on va lui dire quoi faire, etc. Il a refusé, c'est comme ça qu'il est parti dans le dépassement de soi-même, ou ce que pouvait dire Yazid, que je connais depuis un certain temps, sur ce qu'il fait. La problématique que nous avons avec la politique de la ville, c'est qu'à un moment donné, on se doit aussi de s'auto-critiquer. Parce que j'entends les critiques, comme a dit Samy, ou comme oui, on nous a menti et tout. Oui, on nous a menti. Mais pourquoi on nous a menti? On nous a menti parce que on a une oreille qui souhaite qu'on nous mente. Pourquoi il y a du clientélisme dans ces territoires plus qu'ailleurs? Parce que les gens sont beaucoup plus prompts au clientélisme, parce qu'en difficulté sociale aussi. Il y a toujours tout un tas de raisons. Mais en même temps, il faut regarder le constat de façon froide. Sinon, si on ne fait pas, d'ailleurs c'est ce que je reproche à la politique de la ville, si on ne fait pas le diagnostic initial, le bon, on se trompe. Souvent. On se trompe souvent. Donc, y compris dans l'engagement citoyen, faisons le diagnostic de façon froide. Pour moi, il y a des responsabilités sur l'échelle de la politique de la ville qui vont du citoyen lambda jusqu'au plus haut sommet de l'État. Simplement, au plus haut sommet de l'État, comme on a plus de responsabilités, plus de pouvoir plutôt, donc on a plus de responsabilités. En bas, on en a moins de pouvoir, donc on a moins de responsabilités. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même une magie qui se passe, notamment à travers les médias. C'est que quand on vous parle d'un problème de ces territoires, que moi j'appelle les territoires oubliés de la République avec un petit R, souvent j'entends c'est de la faute des parents, c'est de la faute du prosélytisme islamique, c'est de la faute... Mais je n'ai jamais entendu, c'est de la faute de ceux qui sont en responsabilité de cette politique publique. Et souvent je m'amuse des fois à poser des questions en me disant, admettons tous les responsables que vous nous avez mis en face. Admettons même que ce soit vrai. Maintenant, disons qu'on règle le problème du trafic de drogue, de la responsabilité des parents, voilà, de tout ce qu'on peut trouver comme raison facile. Réglons ce problème-là. Qu'est-ce que ça changera à l'emploi? Parce que c'est pas le dealer qui est responsable de la politique d'emploi de ce pays, que je sache. Ça ne changera rien. Qu'est-ce que ça va changer dans la politique d'attribution de logement, où on fabrique des ghettos, parce que je ne pense pas que ce soit ces populations qui n'ont pas d'argent, qui disent, tiens, j'ai envie d'habiter là, à côté de celui-là. Si on leur propose ailleurs, j'ai envie de dire, si je prends des personnes qui sont, par exemple, au Aulnay 3000, si on leur dit, bon, ce serait bien que vous allez habiter à Saint-Cloud, à côté du Parc des Princes, ils vont pas dire non, moi ce que je veux, c'est habiter à côté de mon cousin bizarroïde, que je connais pas vraiment, mais il dit qu'il est mon cousin, mais il a la tête un peu de travers. Non, il va pas dire oui, il va pas dire qu'il veut rester là, il va dire ok. Donc on voit bien que ces personnes-là ne sont pas en responsabilité du constat que nous faisons tous derrière, mais c'est sur eux que ça tombe. Mais par contre, avez-vous déjà vu, on a eu par exemple sur la crise du Covid, on a incriminé un certain nombre de personnes, ils sont passés au crible, un tel a mal fait ceci, il y a eu des plaintes, il y a eu tout un tas de choses comme ça. On pouvait identifier tous les experts de cette politique publique de santé qui étaient parfois accusés de faute, etc. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un responsable des politiques publiques de la politique de la ville passer au crible? Vous avez déjà entendu? Non, mais lui, il était censé mener ça, mais regardez l'échec. De toute façon, il n'y a pas de critères d'évaluation au départ, réel, donc on ne peut pas l'évaluer. On dit on fait ça, et la magie des politiques sur ça, c'est que on va vous recevoir en tant qu'associatif, vous avez fait des trucs déjà, bon, je reviens pas sur ce que disait Samy, on va vous recevoir, on peut vous dire, on va se féliciter, comme ça, dans une réception. Nous avons très bien travaillé sur les questions d'insertion, on va distribuer des prix, on va dire à chacun, vous avez bien bossé et tout. Donc en fait,
C'est ça l'évaluation. On va avoir un petit article dans la presse, et puis on partira de là en disant, bah, tiens, ils ont bien travaillé. Hein. Mais la réalité, sur le terrain, c'est qu'il y a plus de gens en galère. Ouais. Donc, tous les acteurs vont partir de cet espace-là, parce que ce qu'ils veulent, c'est la médaille. C'est pour ça que je dis, on doit aussi se regarder en face. Tout à fait, oui. C'est à un moment donné, est-ce qu'on va dans ces endroits pour prendre la médaille ou pour dire la vérité? Moi, quand j'étais encore acteur associatif, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai dit non, on a échoué, on est en train de nous féliciter, nous on a expliqué qu'on avait échoué. On avait échoué pourquoi? Parce qu'on travaillait sur des sujets d'accompagnement scolaire, réussite éducative. Et moi, quand on nous a convoqués, j'étais président de l'association, on a fait comme tout le monde, et puis dans le discours, pour remercier, on a dit, bon ben nous on a échoué, mais collectivement, il n'y a pas que nous, on a échoué collectivement parce qu'on a travaillé sur les questions de réussite scolaire, mais sur le territoire sur lequel on a travaillé, je suis sûr que l'INSEE sortira des chiffres, il y aura plus de personnes en échec scolaire maintenant qu'au moment où on a commencé. Mais on ne peut pas se féliciter d'avoir réussi notre travail quand en réalité, le vrai chiffre, c'est qu'on reviendra 2 ans après et on aura plus. Donc comment on peut se féliciter? C'est une façon de devenir amnésique sur la réalité de l'action qu'on est censé porter sur le terrain. Et sur la question de la vie associative non rémunérée, je pense, dans une des propositions que je fais dans le livre, pourquoi on ne travaille pas à un modèle économique qui permette de rémunérer. Vous savez, au début des années 80, les questions environnementales, il n'y avait pas de modèle économique qui faisait vivre un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur ce sujet très important pour nous. Aujourd'hui, il y a un modèle économique. Oui. Même s'il n'est pas parfait, même si on est... Voilà. Même, il y a des acteurs sur la question de l'environnement, il y a des métiers, il y a des postes, il y a des... Voilà. Pourquoi, alors que depuis 45 ans, on sait qu'on doit faire un accompagnement humain sur des difficultés sociales, on a reconnu qu'il y avait des inégalités de territoire et des inégalités sociales, qu'il fallait les traiter, puisqu'on l'a reconnu, la meilleure façon de traiter un certain nombre de choses, c'est de mettre des ressources humaines. Pourquoi on ne pense pas à un modèle économique qui permette, justement, d'accompagner, mais d'une façon très transparente, ces choses-là, en développant des compétences et des métiers. Pourquoi veut-on toujours rester dans un système de clientélisme où l'expert, qui est le responsable associatif, c'est lui l'expert. Mais on va lui dire ce qu'il doit faire, sinon il n'a pas la subvention. C'est-à-dire que le non-expert lui dira, voilà ce que tu dois faire sur le terrain, et si tu ne remplis pas ces critères-là, tu n'as pas de subvention. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je parle beaucoup à cause de...